Bienvenue sur Storm Media, le podcast qui vous présente les entrepreneurs, les créateurs et les artistes en région sud. Vous allez découvrir des profils très variés à travers les membres de notre équipe qui vont les interviewer. C'est parti! Bonjour Sarah. Salut Ben, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va super. On est super content de t'accueillir aujourd'hui. Je suis contente d'être là aussi. C'est cool, ça va être un chouette moment. Du coup, est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation de toi, de ton parcours, de où t'en es maintenant, tout ça. Moi, je suis du coup marseillaise. Voilà, j'ai pas un parcours scolaire qui est fulgurant, on va dire. J'ai une licence, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Ok. Voilà, et en rentrant en 2017, j'avais pas mal voyagé, bossé à côté en Australie, donc ça m'a ramené un petit pécule. Ok. Et en rentrant, voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, un peu comme ça, on va dire. Ok, ça Pas marche. idée, mais voilà. Ok, trop cool. Et du coup, comment t'en es arrivée à donc SPN Distribution? Comment ça s'est fait? Comment Alors, l'idée s'est faite? c'est une histoire un peu ça, dans le temps, comment dire. C'était mon père, mon oncle et ma tante, ils avaient un petit commerce de proximité. Mon père avait des connexions un petit peu partout dans la musique et tout ça. Donc, et on est arrivé, moi quand je suis rentrée d'Australie en 2017, c'était un peu les débuts du CBD. Ouais. Et donc, mon père avait un ami collaborateur qui était en Espagne, en fait, et qui distribuait des emballages au Cannabis Club, Ok. en Espagne, en fait. Donc, moi, j'ai bossé un petit moment là-bas, donc j'ai découvert un peu cet univers du cannabis légal. Ouais. Et avec l'arrivée du CBD en France, je me suis dit, on pourrait faire ça avec le CBD. Du coup, c'est les mêmes produits. On prend un peu de risque en se plaçant sur les packaging, sur les emballages et les accessoires fumeurs. Donc, du coup, en profitant de ça et de relations assez proches avec des Américains qui détenaient des marques de feuilles, donc plein de Wrap, Kush, etc. Voilà, en fait, j'ai décidé de me mettre à fond là-dessus. Donc, j'ai commencé à chercher à l'étranger des packaging, des solutions d'emballage, etc. Pareil du côté américain, un peu tout ce qui se faisait sur la note du cannabis légal, vu que ça se développait aussi beaucoup aux États-Unis. Okay. Et donc voilà, de proposer en fait ce service-là au marché français qui débutait dans le cannabis légal et qui du coup n'avait pas de packaging dédié. Ok, ouais, donc en fait, tu as réussi à trouver, on va dire, la faille, ce à quoi personne n'avait pensé, et tu t'es dit, c'est le créneau, quoi. C'est ça. Ok, voilà, c'est génial. Du coup, j'ai repris SPN Distribution en 2019. Ouais. J'ai changé les statuts, j'ai épuré la société. Et voilà, maintenant, la main, on a travaillé ensemble pour lancer tout ça. Ok, ça marche. Et au niveau de l'équipe, du coup, ça s'est fait comment Ça a été recrutement au fur et à mesure. Ok. Concrètement, à la base, c'était vraiment business familial. Ouais. Voilà, entre mon oncle, moi, mon père qui donnait un petit coup de main, ma mère qui gérait l'administratif avec moi. Ouais. On s'en sortait. Ok. Et ensuite, en fait, pendant le Covid, j'ai acheté en masse, en fait, des prévisions d'achat. Ok. Les usines étaient fermées, le dollar se dévaluait, mais en fait, il y avait moyen il fallait juste attendre que le dollar soit au plus bas, acheter des prévisions d'achat pour pouvoir en fait assurer de la marchandise à venir. Ok. Et donc en fait, je me suis retrouvée après le Covid à recevoir énormément de marchandises du coup. Et c'est là où il a fallu embaucher pour s'occuper de tout ça en logistique, en vente. Ouais. Voilà. Et donc, au final, aujourd'hui, on est une équipe de 10 sur SPN Distribution. Ok, ça s'est bien développé. Ouais, ça s'est bien développé. Et là, justement, encore, je suis en embauche. Donc, on grandit autant que le marché du cannabis légal en France, en fait. Ok, génial. Ouais, du coup, c'est en cohérence. Ça grandit en même temps. C'est ça, c'est en corrélation complète avec le marché. Ok, génial. Trop cool. Et ta journée type, ça se passe comment? En gros, est-ce que... Bon, je pense pas que toutes les journées se ressemblent, évidemment, mais globalement, c'est quoi tes missions concrètes qui reviennent un peu tous les jours Alors, c'est ce que j'allais te dire. J'ai pas du tout de journée type. Parce que selon le travail, les urgences, voilà, ce qui peut se passer sur le marché, tout peut être basculé et toutes les tâches peuvent être mises au lendemain. Et concrètement, une journée type, c'est d'aller au bureau assez tôt.
voilà, moi, essayer de me poser un peu sur mon opérationnel, essayer de me tenir au courant des tendances du marché, Ouais. faire le point avec les équipes. Voilà. C'est aussi essayer de concilier tout ça concrètement aussi, parce que voilà, je grandis aussi avec la société qui grandit en même temps que le marché du cannabis, donc c'est une croissance qu'il faut suivre. Ouais. Et donc, je me découvre moi aussi tous les jours en tant que manager, en tant que femme d'affaires, Voilà, donc tous les jours, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui va me faire avancer et sur quoi je dois mettre mes priorités. Ok. Ouais, en général, ça se passe au bureau. Ok. Voilà. Donc pas mal de gestion et pas mal de casquettes à assurer, du coup, voilà. En ce moment, ouais, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est si tu devais écrire un livre, ça serait sur quel sujet? Si tu devais l'écrire, allez, ça serait sur quel sujet? C'est une bonne question. Je pense que j'écrirais sur Marseille. Ok. Sur la vie en général, le vivre marseillais, vraiment le côté cosmopolite, le côté mélange de culture, mélange aussi générationnel. On est quand même une ville qui est très vivante, où les gens sont assez proches, c'est facile de discuter avec des personnes, mais il y a aussi une distance qui est énorme entre les gens. Beaucoup sont issus de l'immigration, chacun a son histoire, on est tous un peu là entre l'Afrique et l'Europe. Ouais. Donc du coup, on essaye un peu tous de composer là-dessus et en se retrouvant au milieu d'une culture commune qui au final est assez compliquée. Ouais. Et voilà, et puis au milieu, il y a tout le côté, justement, aujourd'hui, entre le cannabis illégal, le cannabis légal, je pense que tout ça, ça peut faire Ouais, c'est clair. un scénario. Ouais, c'est un sujet complexe Sur quelque chose en mode Netflix, Mia, etc. Non, vraiment, comprendre, décrire comment les gens se débrouillent en fait au quotidien. Ok, ça marche. Oui, parce que Marseille, du coup, c'est une ville qui te tient énormément à cœur, j'imagine. C'est Marseille, quoi. C'est ça, je l'ai dans la peau, mais voilà, malgré le fait que je l'ai fui quand même longtemps, parce que voilà, adolescente, petite, je rêvais de voyage, je rêvais de partir, de voir autre chose. Ouais. Et donc au final, ça colle quand même à la peau malgré tout. Ouais, au final, tu te retrouves quand même à Marseille, parce que c'est évident, quoi. Chez moi. Ouais, je comprends tout à fait. Quand tu étais petite, c'était quoi ton métier de rêve? Est-ce que tu te souviens ce qui te faisait rêver? Même pas vraiment. J'ai pas vraiment eu de métier de rêve, on va dire, ou Non. Ok. J'en avais pas. Voilà, j'ai voulu être véto, astronaute, un peu comme tout le monde, avec des petits rêves comme ça, grands, mais après, j'avais pas de carrière figée. Ok. Voilà. Je voulais bouger, découvrir le monde. Ouais. Être voyageuse quand j'étais petite. Non, c'était un métier. C'est un très beau métier, voyageuse. Ok. Et est-ce que tu as en tête une personnalité, une célébrité, peu importe, quelqu'un qui t'inspire particulièrement, une personne à laquelle tu t'identifies ou qui t'inspire tout simplement? Alors, ouais, identifier, pas tellement. Mais inspirer en ce moment, c'est un peu dans les schémas classiques, mais c'est l'artiste Rosalia. Ok. Je l'ai découvert il y a un moment, en fait, avant qu'elle soit connue. Et c'est vrai rien qu'au niveau de la voix, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose. Ouais. Elle sort un peu de ces schémas classiques de rap, R&B. Elle mélange, en fait, sa culture qui est flamenco. Ouais. Moi, j'ai habité en Espagne, donc c'est une culture, je me sens très, très proche, que je comprends, que je vis. Ouais. Donc, du coup, je le ressens dans cette musique-là. Ok. Et c'est surtout au niveau de la traduction des textes, c'est, je pense, quelqu'un qui est très honnête, qui assume le fait d'évoluer chaque jour, de pas forcément avoir les mêmes opinions, d'avancer, en fait, dans la vie. Et voilà, moi, j'aime. Et puis, je trouve que c'est quelqu'un, voilà, qui respecte son propre art, en fait, et qui se bat pour... et c'est comme ça qu'elle, comme je disais, je l'ai suivie depuis un petit moment. Ouais. Elle aurait pu rentrer dans des schémas classiques pour aller plus vite, mais elle a décidé de rester fidèle à elle-même. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'elle explose complet dans le monde entier. Ouais, c'est génial. Elle a su imposer son style à elle, sans essayer de rentrer dans quelconque case ou quoi que ce soit. Là, c'est affirmé. Exactement. Et voilà, c'est vrai que sur ce sentiment-là, je me suis un peu reconnue. Parce que, pareil, voilà, les schémas classiques, ça m'énerve un peu. Ouais. J'essaye de me battre et de me dire, soit je vais être reconnue pour ce que j'ai à donner, mais... Ouais. Et imaginons un jour tu la rencontres. Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais avoir envie de lui dire ou pas précisément, peut-être Pas vraiment, en fait, parce que je suis dans le respect et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais après, je suis pas du tout dans l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Ouais. Je
pense que je dirais qu'elle a eu raison et que Ouais. c'est bien et que je sois contente que c'est payé pour elle, en fait. Ok. Et surtout qu'elle s'éclate au quotidien. Ouais. Mais après, voilà, c'est de la musique que j'aime bien. Voilà, moi, ça me rappelle un peu les racines espagnoles, mais après, j'ai pas forcément de... Ouais. Ok. Ça marche. On va revenir un petit peu plus sur la question du marché de l'emballage, CBD, tout ça. J'imagine que tu fais pas mal de veille, que comme tu disais au début, tu t'informes énormément sur évidemment tout ce qui se passe parce que c'est ton marché. Est-ce qu'il y a des tendances que tu as identifiées? Quelles sont les tendances actuelles, par exemple? Quelles sont les évolutions que tu as pu voir depuis que tu étudies ce marché-là? Ben, ça peut énormément varier très rapidement. Ok. C'est un peu comme tous les schémas de commerce. Il peut y avoir un produit qui va être très à la mode et qui, du jour au lendemain, va plus être vraiment va plus être standardisé comme il était. Ok. On est vraiment sur des... Comment dire? On est passé quand même du pochon à la boîte d'aluminium, au pot en verre. Donc, en fait, voilà, il y a une évolution et au final, à chaque fois, il y a une problématique. Soit ça va être sur le pochon parce que c'est un plastique et donc du coup, c'est compliqué. Si c'est un pot en verre, on est sur la conservation de la fleur et la lumière. Si c'est une boîte aluminium, c'est bien, mais on ne voit pas le produit. Donc, en fait, c'est vraiment chaque client qui va vraiment déterminer la demande. Ok. Nous, on peut anticiper, on peut faire de la proposition, mais on ne peut pas vraiment anticiper ce qui va plaire ou pas. Ok. Voilà. Nous, on sait que ça se gagne beaucoup sur le marché américain. Là, ça marche aux États-Unis. On aime tout ce qui est français. En France, on aime tout ce qui est américain. Ouais. Donc, voilà, on joue un peu là-dessus et on essaie d'anticiper. Mais au début, voilà, j'avais ramené des espèces de boîtes comme ils utilisaient aux États-Unis pour le cannabis légal. J'ai lu l'espèce de boîte orange. Ça avait bien plu. Ok. Mais c'est un produit que les gens ne travaillent plus énormément. Ok. Donc, ça dépend. Ça varie vraiment. Ok, ouais, il y a vraiment l'évolution, même au niveau de la fonctionnalité, de la praticité aussi de l'emballage, ça doit pas mal. Exact. Ça doit y avoir pas mal d'innovations, même en termes de matériaux, ça doit effectivement beaucoup bouger, oui. C'est ça. On essaye. Après, il y a aussi la question du recyclage, etc. Oui. Mais voilà. Mais des fois, le client n'est pas forcément prêt à faire vraiment le compromis sur la matière qui va être la plus facile à recycler. Oui, il y a l'aspect environnement aussi qui rentre en compte. Exactement. Qui est très présent aujourd'hui, effectivement. C'est ça. Ok, ça marche. Et selon toi, qu'est-ce qui distingue SPN Distribution du reste des sociétés qui se positionnent sur le même marché? Qu'est-ce qui... C'est que nous, on est vraiment dédiés en fait au packaging et aux accessoires. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de société en France qui se soit dédiée à 100% sur comment dire, les mêmes lignes de produits que nous. Donc, on a des concurrents, bien sûr, mais des gens qui font exactement ce qu'on fait, il n'y en a pas. Ok. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui nous... On est unique un peu sur le marché. Jusqu'à aujourd'hui, on est unique et on s'est adapté. On est là depuis le début. Donc, on a une certaine réputation dans le marché. Moi, ça me fait très plaisir quand je me dis que 98% de mes clients, ça s'est fait sur de la recommandation. Pas sur du démarchage ou quoi que ce soit. Donc, c'est satisfaisant. Ouais, ça doit être super gratifiant. Ça doit être top. Ouais, effectivement. Donc, du coup, vous avez vos spécificités tout en proposant une large gamme quand même de produits. Mais vous restez quand même assez axé sur votre cible et vos produits précis. Ok, ça marche. Et selon toi, c'est quoi en fait les valeurs de SPN Distribution? S'il y a des valeurs précises ou l'état d'esprit dans lequel vous aimez travailler, tout ça, c'est... L'état d'esprit, on va dire l'adaptation. On est constamment en train de s'adapter au marché, à la croissance, nos propres capacités, nos propres compétences. Vraiment, c'est la formation sur le tas. On peut pas, en fait... mais moi, je me rends compte en essayant de recruter que je peux pas recruter des personnes qui ont un schéma encore classique, on va dire, qui sont habitués à travailler dans des normes. Nous, on évolue. En fait, on peut remettre en question tout notre système de sourcing, par exemple, du jour au lendemain, parce qu'il y a une nouvelle piste et que du coup, on doit se focaliser dessus. Ensuite, on a la valeur humaine qui est quand même importante parce qu'on est une petite société. Donc, c'est de s'adapter un petit peu, d'essayer de composer avec les problématiques, de l'évolution de chacun, l'avenir. Donc, on est vraiment en phase avec une croissance qui est aussi difficile à gérer en tant qu'équipe. Des fois, quand on n'est pas beaucoup, ça se gère. Il y a une pression au niveau du travail, mais au niveau des gens qu'on a autour.
Mais quand l'équipe grandit, du coup, on doit composer avec plus de personnes, plus de procédures, plus de process. Donc, du coup, voilà, c'est Ouais, ça rajoute un peu les choses. Ouais, ça rajoute la difficulté, mais ça doit être vachement intéressant, vachement formateur aussi. Ok, donc ouais, c'est vachement axé sur un certain état d'esprit basé sur l'idée d'évolution, de développement, de... C'est ça. On est aussi très transparent, très... Voilà, on essaye de communiquer au maximum sur les problématiques, d'expliquer pourquoi avec tel client, on ne peut pas aller sur ce projet ou pourquoi ça, c'est vraiment comment dire, le prix le plus bas qu'on peut offrir. Et ensuite, voilà, comme on donne le meilleur de nous-mêmes, ben, si ça passe pas, on sait qu'on n'aurait pas pu faire autrement parce qu'on n'a pas voulu être trop gourmand. Ok. Donc, on n'a pas cette frustration-là au quotidien. Ok, ça marche. Et comment vous sélectionnez vos matériaux? Comment vous choisissez vos fournisseurs? Comment ça se passe sur ce plan-là, de votre côté? Alors, c'est qualité, délai, prix. Ok, ah oui, c'est... Voilà, okay. C'est figé. En fait, on va faire des appels d'offres, donc on va limiter le panel de fournisseurs qui va s'offrir à nous. Ouais. On va les sélectionner selon certains critères de négociation. Voilà, on a notre espèce de to-do list où on sait comment discuter, faire sélectionner nos fournisseurs, les trier sur le tas. Ok. Derrière, on va les mettre en concurrence, du coup, et c'est vraiment ces 3 aspects, en fait. Quelle est la qualité du produit, quel est le délai d'approvisionnement, de fabrication du produit, quel est le coût final, du coup, avec le transport, etc. Et ça nous permet, du coup, de les sélectionner. Ok. Et du coup, de pousser la mise en concurrence, parce que, du coup, on arrive toujours à avoir des coûts qui sont réduits. Ok, donc vous avez vraiment quand même un process assez prédéfini, vos critères bien précis, et vous faites en fonction de ça systématiquement. C'est ça. Ok, ça marche. Et au niveau des défis, est-ce que vous avez, bon j'imagine, hein, comme n'importe qui, surtout dans l'entrepreneuriat, à quel type de défis vous avez dû faire face récemment ou pas? Quels ont été les défis les plus intéressants à relever pour vous? Alors, niveau défi, déjà, ça a été déjà un défi quotidien, comme je disais tout à l'heure, c'est l'augmentation de l'équipe, voilà, l'évolution de l'équipe. Ensuite, on a eu le Covid quand même, qui a été un gros défi. Ouais. Aujourd'hui, le défi, c'est plus de composer avec Aujourd'hui, on est positionné, on a notre panel de clients, on sait les gérer, on sait les produits qui marchent. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus sur quoi on peut s'ouvrir, quel projet on peut mener au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, voilà, par exemple, que je me suis adressée à vous pour essayer de bien diffuser le message, de comprendre sur quelle cible on peut se positionner. Ouais. Et les défis, après, c'est quotidien. Complètement, c'est quotidien. On est une équipe jeune, on est dynamique, donc on est tous les jours confrontés à des choses. Des fois, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais on va trouver. Ok, voilà. Ouais, imprévu, exactement. Trouver une solution, trouver une solution. Voilà, et puis le défi aussi, c'est de pouvoir proposer un service de qualité, des produits à bon prix à des personnes qui ont déjà des fournisseurs. Oui. Qui sont parfois des gros fournisseurs, c'est des grosses sociétés qui sont en place depuis 60 ans, qui ont des usines, etc. Ok. Donc, quand on arrive à arriver au client et lui dire, voilà, ça c'est ton échantillon, ça c'est ton prix, ça c'est ton délai, et que le client dit, moi ça me convient, on est content sur le... Ok. Il y a beaucoup de satisfaction. Ok. Donc, c'est des défis quotidiens, vraiment, pour satisfaire la demande des clients, arriver en temps, en délai. Ok, ça marche. Et bon, tu as déjà un tout petit peu abordé ça tout à l'heure. Au niveau de la gratification, est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement gratifiants, des retours, des réactions, voilà, des choses comme ça qui t'ont vraiment touché au work? Ouais, il y en a eu plein, franchement, et il y en a souvent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se bat au quotidien. Ouais, c'est ce qui donne la motivation. Exactement. C'est les collabs qu'on a pu faire grâce au partenaire Instagreen, dont je suis associée avec Sauce Romanes, Joule, la section d'assaut. Ouais. C'est très gratifiant. Okay. Concrètement, c'est pas juste le fait de se dire j'ai fait cette collab avec cet artiste, c'est vraiment le fait de se dire c'est un artiste qui est connu, donc c'est quelqu'un qui a une demande, et nous on a réussi en fait à satisfaire la demande. Oui. On a réussi à offrir un service de qualité, des produits en temps et en heure à la personne, et d'arriver et de voir que ça réagit, que le public est content. Section d'assaut, par exemple, on a réussi à faire gagner une place en backstage. Ah oui. Donc, du coup, voilà, ça, c'est gratifiant. Ok. Ouais, donc au-delà d'une simple satisfaction, il doit y avoir vraiment une forme de fierté même. C'est ça. On a réussi, quoi. On a fait ça, c'est trop cool. Exactement. Ok. Ça marche. Et au niveau des médias sociaux, comment est-ce que vous les utilisez? Comment vous les employez
pour gagner en visibilité, pour promouvoir un peu votre marque, comment vous y prenez du coup? Ben, on n'a pas justement de technique ciblée là-dessus. La problématique aussi d'SPN Distribution, enfin, problématique par rapport aux réseaux sociaux, hein, c'est Oui. que nous, on travaille essentiellement entre professionnels. Oui. Donc, du coup, les cibles à toucher sont plus compliquées. C'est pas la même technique de communication qu'on va avoir vers des particuliers ou voilà, quand on essaye de faire passer une marque. Ouais. Parce que concrètement, on est une société de produits et services. Donc, on sait qu'on ne peut pas, avec un poste, atteindre les 10 000 cas comme ça. Voilà. Oui. Donc, nous, le but, c'était vraiment d'offrir plus une vitrine et de faire comprendre aux gens qu'on est des professionnels, voilà, en communiquant sur le fait qu'on expose en salon, sur le fait qu'on fait des collaborations avec des artistes qu'on peut montrer sur notre Instagram. Oui. Voilà. Et là, en ce moment, du coup, de développer un peu plus les pistes LinkedIn. Ok, donc plus axé B2B du coup. C'est ça, exactement. Okay. Ça marche. Et maintenant, on va parler un peu plus du futur, de ce qui va se passer par la suite. Est-ce que vous avez des projets, que ce soit des projets de partenariat ou de collaboration ou de quoi que ce soit d'autre? Qu'est-ce qui va se passer un peu par la suite pour SPN? Là, déjà, qu'est-ce qui va se passer à la suite pour SPN? Tac. Faut que je réfléchisse un petit peu. Niveau collaboration, moi, j'essaye de pousser beaucoup plus les collabs avec les artistes. Ouais. Donc, du coup, en proposant une plaquette complète avec tous les produits qu'on peut leur mettre à disposition, les délais. Concrètement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'annonce à faire sur le futur d'SPN. On est là, on continue à se développer au fur et à mesure et justement, depuis le début, en fait, on n'a jamais vraiment annoncé les collaborations qu'on allait faire parce qu'on ne sait jamais, en fait, si la collaboration va se faire. Oui. Il y a toujours un moment où ça peut planter ou au dernier moment, quand ça peut être annulé. Donc, j'aime prudent. J'aime vraiment pas m'annoncer. Je préfère arriver, en fait, et voilà, montrer le produit, voilà, on est dessus, attendez, ça arrive demain. Donc ensuite, voilà, là, on a retravaillé un peu toute l'image SPN Distribution. Ça s'est fait sur le tas. Voilà, j'ai un logo, un site web rapide. J'ai voulu en fait épurer un peu l'image pour justement pouvoir être en corrélation, encore une fois, avec la croissance du marché et montrer que nous aussi, on évolue autant que nos clients. Ouais. On a des clients qui sont arrivés, ils achetaient 200 emballages. Aujourd'hui, ils ont des réseaux de 15 franchisés. Donc, c'est énorme de les voir grandir à ce point. Et justement, nous, on veut s'adapter pour continuer à être un partenaire fidèle et fiable pour eux. Ok, donc vous grandissez aussi en même temps que vos clients. C'est génial. Ok, super. Bon, on verra par la suite, mais c'est top. C'est top. Et plus d'un point de vue environnemental, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous mettez des choses en place? Est-ce que vous essayez de mesurer un peu l'impact que votre activité pourrait avoir sur la planète? Oui, après, c'est une question qui est compliquée dans la grande distribution. Il faut, au niveau des productions en Europe, on a beaucoup de mal à s'approvisionner, en fait, justement pour éviter d'affréter des conteneurs, etc. Ça, c'est la géographie qui fait ça. Donc, nous, là, aujourd'hui, par exemple, je m'intéresse pas mal aux pieds sur le Maghreb. Voilà, où ça pourrait justement, déjà avec nous, en termes de délai, on gagnerait énormément et même en termes de route logistique, il y aurait moins d'impact. Et ensuite, on essaye de proposer des matériaux qui sont nobles ou faciles à recycler, à réutiliser. Par exemple, voilà, je préfère un pot en verre ou une boîte d'aluminium. Parce que justement, le client, après, soit il peut la réutiliser, soit il peut réutiliser le contenant, soit il peut le jeter facilement. Ok. Voilà. On essaye à notre manière de... Ouais, donc il y a la question de la réutilisation, du réutilisage qui va se poser aussi. Ok. Et quand vous collaborez du coup avec vos clients, donc il y a un client qui vous sollicite, qui a un projet assez précis, comment est-ce que ça se fait? Comment se passe l'entente? Comment vous bossez sur le projet ensemble? Comment ça se... Alors ça, vraiment, ça dépend de tous les clients. Ok, c'est en propre à il n'y a vraiment pas de collaboration cheap, on va dire. Chaque personne a... De toute façon, ça c'est pour l'humain en général. Chaque personne a ses envies, ses besoins. Sur chaque projet, il y a des personnes qui veulent aller très vite et qui n'ont pas grand-chose. Donc, du coup, là, ça peut mettre beaucoup de pression. On va essayer de s'adapter. Il n'y a pas de designer, donc on va essayer d'adapter le design. On va essayer de proposer un packaging qui va pouvoir s'adapter à plusieurs variétés, etc. Et on a des clients, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont des délais qui sont très précis. Des fois, on a des gros clients avec lesquels c'est galère.
Ouais. Parce que justement, ils sont plusieurs à passer les commandes, la communication chez eux parfois est compliquée aussi. Oui. Donc, et des fois, on a un tout petit client, c'est fluide, c'est facile, on a un interlocuteur. Ouais. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de collaboration type. C'est, voilà, comme je disais, on doit s'adapter à tout. Ok. Ouais, donc il y a vraiment, il y a même pas de type de client, de ce que je comprends. C'est vraiment, ils sont tous uniques et tout dépendra de la taille aussi de la société qu'il y a derrière. Ça, voilà, on a des clients qui sont ultra carrés, il n'y a aucun problème, et il y en a, c'est tous les jours, à ma facture, machin. Ouais, parce que chacun a sa façon de travailler aussi au final, et du coup, faut réussir à jongler un petit peu avec ça. Et, Exactement. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Imaginons, toi, il y a quelques années, juste avant de te lancer là-dedans, quel conseil t'aurais aimé recevoir ou quel conseil tu pourrais donner à ton ancienne toi? Ben, je pense que j'ai pas vraiment de conseils, à part fais de ton mieux. Ouais. Voilà, c'est avec ça que j'ai été éduquée. Ouais. Voilà, j'ai vraiment été éduquée. C'est pas grave si tu réussis pas tant que tu as fait de ton mieux. Ok. Au moins, tu n'auras pas le regret de te dire si j'avais pu. Voilà, fais de ton mieux. Ouais, tant que tu fais de ton mieux, il y aura pas de regret. Fais de ton mieux, lâche rien, vas-y. Mais concrètement, c'est toutes les épreuves qui nous arrivent, c'est ce qui nous construit au fur et à mesure. Donc en fait, il n'y a pas. Voilà, fais de ton mieux. Oui, juste fais et de ton mieux. Exactement, lève-toi le matin, vas-y et fais quelque chose. Et d'un moment, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, au moins, tu auras fait ce qu'il y avait à faire. Ok. Ah, c'est un bon conseil, ça. Ok. Et bon, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Des réactions de la part de tes clients qui sont extrêmement gratifiantes. Comment ils expriment ça en fait à chaque fois? C'est sous forme d'avis qui vous laissent, c'est sous forme de retour direct quand vous faites un bilan ou vous finalisez une collaboration? C'est pas mal. C'est souvent la réception de la marchandise par le client. Soit nous on appelle le client, soit le client nous appelle. Ouais. Voilà, et en général, ils sont satisfaits. S'il y a une problématique, on revient dessus. Ok. Voilà, on essaye vraiment de... Nous, on a nos produits phares, donc ce qu'on a déjà en stock, on l'envoie. On sait qu'en général, ça va correspondre aux besoins. Ouais. En revanche, le stress est plus sur les personnalisations, vu qu'on a des délais parfois qui sont qui peuvent être longs sur certains projets. Quand le projet arrive et s'il n'est pas bon, ça crée beaucoup de frustration, donc on doit tout recommencer. Ok. Mais voilà, concrètement... Ok. Et globalement, ils prennent eux-mêmes l'initiative de vous dire un petit peu ce qu'ils en ont pensé, parce que des fois, ça peut arriver aussi que des clients soient satisfaits et ils sont satisfaits, ils sont contents et ils diront pas plus, quoi. Nous aussi, on reconnaît la satisfaction de nos clients par le fait qu'on a une nouvelle personne qui va nous appeler et nous dire c'est telle personne qui m'a commandé. Les recommandations. Exactement. Ouais, ça parlait dans les recommandations, je pense que c'est vraiment la meilleure manière de bâtir un business. Quand on dit vas-y, cette personne est solide, elle fera en sorte que ton projet sera mené à bien. Voilà, exactement. Ouais. Et pareil, comme on est une équipe de 10, on est très accessible. Ouais. Voilà, téléphone, s'il y a des... Ouais, vous êtes très disponible et réactif aussi au final. Exactement. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une success story, nous témoigner un projet que vous avez eu avec un client en particulier qui a permis par exemple au client de déboucher sur un gros développement, une grosse évolution. Voilà, est-ce que tu as une idée de clients à raconter? Concrètement, oui. Je reviens à la marque Instagreen. Oui. Instagreen, c'est une marque de CBD qui est née il y a un peu moins de 2 ans. Ouais. Moi, je suis partenaire de cette marque et associée. Et donc, concrètement, c'est Instagreen qui a fait les collabs avec le Classico organisé. Donc, on a été dans le clip. Donc, les pochettes ont été dans le clip au final. Ok. Voilà, pareil pour le stade Vélodrome avec Joule, pareil pour la section d'assaut. On a organisé un tournoi de poker avec Winamax et Skyrock, où il y avait plusieurs stars. Là, il y avait Redouane Bougueraba, Timo, Demon One, c'était Stéphanie de Koh Lanta qui a animé la partie, les frères de Skyrock. Donc, c'est à travers ces collaborations-là, nous, on a fourni en fait tout la fiole pour l'huile, on a fourni les emballages pour les pochettes, on a fourni les accessoires pour la soirée. Donc voilà, Instagreen, je pense que c'est vraiment le client qui nous a amené le client partenaire qui nous a amené le plus loin aujourd'hui en termes de collaboration.
Ok. Parce que vraiment, voilà, on s'est éclaté sur plein de projets. Ok. Ouais, donc ça représente une sacrée réussite au final. Quand même, en un an, on a beaucoup envoyé. Donc, Ouais. et voilà, même au niveau des salons, on était ensemble. Donc, on prenait un grand stand qu'on partageait. Ok. Voilà, comme ça, les gens avaient vraiment tout ce qu'ils voulaient. Donc, des fleurs et tous les emballages dédiés, les accessoires. Et ouais. Donc, on était un peu, selon moi, le stand le plus complet. Ok. En termes d'offres réelles par rapport au client qui veut... pas qui veut distribuer la marque de quelqu'un d'autre déjà, mais qui a besoin d'acheter sa matière première, ses emballages pour composer lui-même sa propre marque. Ok. Donc pour lui offrir une vraie expérience complète. Ok, ça marche. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. C'était très chouette. Merci. Chouette aussi. Je voudrais juste te demander, est-ce que tu aurais un petit mot de fin, une impression à donner, que ce soit sur... ce moment qu'on vient de passer ou sur ton expérience, est-ce que tu aurais un petit mot de fin Pas vraiment, pareil. Faisons de notre mieux. Ouais, c'est ce qu'on va garder en tête. Ouais. Donc, j'ai passé un bon moment. Podcast, pour moi, c'est nouveau. Donc, faut s'adapter et se sentir à l'aise. Et ouais. Mais voilà, je suis passé un bon moment avec toi. Et c'est passé assez facilement. Donc, on est bon. Trop cool. Bon, on est trop contents de te recevoir. Et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Ça vous a plu? N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.